Merci de l'invitation. J'étais très touchée dès que tu as reçu mon livre en cadeau de vœux pour l'année 2023. Tu as aussitôt réagi en disant « Tu as des choses à dire, viens les dire à Nice ». Ça m'a fait très plaisir. Oui, c'est vrai. Le titre de cette conférence, c'est « Face à la tourmente », face en fait aux tourmentes multiples. Une tourmente, c'est une tempête violente et courte. Nous espérons donc que toutes ces tourmentes que nous vivons actuellement, crise sanitaire, crise sociale, crise énergétique, crise des ressources, soient les plus courtes possibles. En tous les cas, à l'agence, on a parié depuis déjà 16 ans, 17 ans, sur la qualité de l'habité, la qualité qu'on peut offrir à un habitant qui va arriver dans un territoire, dans un quartier, pour faire en sorte de passer et de faire face aux tempêtes et de passer cette tourmente dans les meilleures conditions. Pour nous, le logement, c'est la plus petite unité urbaine. C'est, comme le disait Catherine Sabat dans un manifeste qu'on a écrit à trois mains l'année dernière pour les Journées nationales de l'architecture, c'est en quelque sorte la cellule souche de la ville. Et si cette cellule souche va mal, si l'habitant est mal dans son logement, en fait, c'est tout son rapport à la société qui va mal, son rapport à son quartier, à ses voisins. Et donc, on l'a vu pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, à quel point cette cellule souche, il fallait la choyer, il fallait y faire attention. Il y a également un autre élément, donc c'est en quelque sorte parier sur l'individu c'est ce pari sur l'individu qu'on a à l'agence, mais également on mise sur le collectif. Et miser sur le collectif, c'est en quelque sorte défendre la question de la densité urbaine, faire en sorte que nos projets soient des densités désirables, des densités acceptables. Et pour cela, on a développé quelques outils, et à travers les 3 projets que je vais vous présenter, je pense que vous aurez notre boîte à outils qui nous aide à chaque fois à invoquer la mémoire du lieu, à être contextuel et à surtout penser à l'habitant avant tout, puisque je considère qu'on construit pour eux. Alors la densité, de façon très rapide, c'est pas une terrible chose qui nous est arrivée au XXIe siècle. Et donc, il faut comprendre que l'humanité s'est construite sur ces questions de planification urbaine, de densité, que ce soit sous l'Antiquité, même les villes médiévales qu'on adore comme San Gimignano en Italie étaient des villes qui se sont construites autour de cette question de la densité pour braver l'insécurité à l'extérieur de leurs murs. Et puis la question de la planification urbaine en général, comme ça a pu être fait avec le plan de Jefferson aux États-Unis. C'est pourtant aujourd'hui un terme, la densité, qui est décrié. Donc cette critique, elle est arrivée très tôt, elle est arrivée depuis en quelque sorte la révolution industrielle, et tous les maux de la ville, la congestion, les maladies, la densité a été accusée de tous ces maux, et c'est quelque chose qu'on continue à vivre. Et d'ailleurs, ce qu'on a vécu pendant la crise sanitaire a vraiment mis le point sur ce mot-là. Donc je pense que peut-être qu'il faut changer de mot. Moi, j'aime bien parler d'intensité. En tous les cas, on peut se rendre compte que la densité, même si elle est quantifiée avec des chiffres, avec des définitions très précises, qui d'ailleurs viennent de la géographie, avec les densités de population au kilomètre carré, les densités d'habitat, plutôt de logement à l'hectare, les densités de COS, de coefficient d'occupation du sol, tous ces chiffres-là, quelque part, ne donnent pas ce qui est de l'ordre du ressenti, ce qui est de l'ordre du sentiment
d'être trop dense ou peu dense. En tous les cas, on le voit ici avec ce schéma sur les densités. Les grands ensembles sont des densités extrêmement faibles. On est sur des densités bâties des COS de 0,75 parce que l'étalement autour végétal autour des tours ou des barres qui ont été construites sont des densités très faibles dans les chiffres, et par contre, les habitants ne le vivent pas comme ça. Alors, est-ce que la densité ne serait pas liée aussi à une certaine forme de répétition des immeubles, répétition des étages, répétition des fenêtres, un sentiment de densité qu'il faut arriver à comprendre. Les tissus urbains aussi sont assez intéressants à étudier, et puis on se rend compte sur une même densité en termes d'unités de logement, les morphologies totalement différentes peuvent apporter un sentiment à densité égale extrêmement différent. Les petites maisons en bande, un mélange de petits collectifs et petites maisons autour d'un cœur d'îlot, ou alors cette tour de logement. En gros, ce que j'essaye de défendre, c'est que la mixité morphologique est quelque chose qui peut vraiment aider à faire accepter la densité. Et même si j'ai défendu la densité haute à travers l'exposition L'invention de la tour européenne qu'on a fait en 2009 au pavillon de l'Arsenal, je pense qu'il est très important de réfléchir à cette qualité qu'un architecte, qu'un urbaniste peut apporter avec un jeu de morphologie et de mixité qui va apporter quelque part une mixité sociale, une mixité de familles qui ne vont pas avoir les mêmes envies au même endroit. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'exposition qui s'appelait Haussmann, Paris Haussmann, au pavillon de l'Arsenal il y a quelques années, je pense il y a 6 ans, 7 ans, c'était cette capacité qu'a eue Franck Boutet à analyser d'autres façons de représenter la densité qui sont les représentations habituelles de la géographie. Les densités de service, comment cette qualité de service qu'un habitant peut avoir peut se quantifier et peut permettre de faire accepter une certaine forme de densité. Les densités de voirie et les densités, les accessibilités piétonnes. Et donc, grâce à toutes ces comparaisons avec des villes à travers le monde, ils ont montré que Paris, extrêmement dense, continuait à être un modèle et à être très bien accepté, et le modèle haussmannien à être très bien accepté par les habitants. Et on est dans un COS autour de 4,5-5 pour le COS haussmannien. Donc c'est assez intéressant de voir que la densité réelle bâtie n'a rien à voir avec la densité perçue et qu'on peut peut-être trouver des biais pour améliorer le ressenti des habitants grâce peut-être à une maîtrise des pourcentages d'emprise au sol, des proportions des vides, de la possibilité de végétaliser au maximum. Une étude de l'APUR, qui est l'atelier parisien d'urbanisme, a montré, je crois en 2017, qu'à densité égale, si un quartier était plus végétalisé qu'un autre, les habitants interrogés n'avaient pas du tout le même ressenti. Donc on voit bien qu'il y a la qualité des vides, et vous avez beaucoup de chance à Nice, puisque vous êtes dans une des villes les plus vertes de France. On considère que la proportion d'espaces végétalisés bien acceptés dans les plus grandes métropoles dans le monde, c'est autour de 40%. Je crois que vous êtes à 47% à Nice, et Paris est à 21%. Donc on voit qu'il y a un vrai manque de végétalisation, en tous les cas, pour se sentir bien, pour se sentir dans une ville un peu moins dense, avec un peu moins de promiscuité. Et tout ça, c'est assez intéressant, puisqu'on se retrouve face à des injonctions un peu contradictoires, principalement liées aux enjeux environnementaux, mais pas que, aussi par rapport à des enjeux sociaux. Olivier Klein, le ministre du Logement, il y a 3 semaines, a déclaré qu'il fallait construire 370 000 logements par an
en France, avec une proportion autour de 120 000 logements sociaux. On a baissé, c'était 450, 500 000 il y a quelques années, donc on a une baisse, mais néanmoins un énorme besoin de logement. Le rapport de l'abbé Pierre en parle du mal logement, parle de cohabitation subie, obligée, et comment faire en sorte que chacun puisse bénéficier à la fois d'un logement pour soi, mais également d'un logement sain, confortable et dans de bonnes conditions. Et puis on a cette injonction de zéro artificialisation nette qui, quelque part, invoque les mêmes enjeux environnementaux, mais qui, les uns vont choisir la densité et les autres vont choisir, quelque part, l'immobilisme. Et je pense qu'il y a un entre-deux. Cet entre-deux, c'est à nous de l'inventer, architectes, urbanistes, et aménageurs qui souvent sont vraiment à la pointe de ce qu'il faut arriver à faire accepter à certains promoteurs, à certains constructeurs qui visent trop souvent, malheureusement, la rentabilité sur un foncier. Et donc nous, on bataille autour de cette question de la densité pour que la densité devienne soutenable et pour trouver les outils pour la faire accepter. Et on est face, je ne sais pas si c'est le cas dans votre région, mais on est face à Paris, dans la région parisienne, à des maires qui ne veulent plus construire, qui écoutent leurs électeurs. Alors c'est très bien, on a donné la parole aux électeurs, malheureusement on se retrouve face à des résidents qui luttent, qui ne veulent pas « not in my backyard », c'est-à-dire qui luttent contre la construction à côté de chez eux. En même temps, c'est leurs propres enfants qui n'arriveront pas à se loger dans quelques années. Donc c'est très compliqué de faire accepter le fait que face à la question de l'étalement urbain, on n'a pas beaucoup d'autres solutions que de continuer à vivre en zone urbaine dense ou alors à réinvestir des cœurs de ville qui sont à l'abandon. Donc il y a bien évidemment la réhabilitation qui est fantastique à retravailler. Et on voit que le télétravail permet aux gens de sortir des zones urbaines denses tout en restant dans un bassin d'emploi possible et en maintenant leur activité. Mais il me semble qu'il faut continuer à trouver des solutions pour construire avec beaucoup de qualité. Alors, à travers 3 projets d'ITAR, j'aimerais vous parler d'un parcours qu'on fait en continu. Et d'ailleurs, on fait des allers-retours en permanence à l'agence. Et donc, on les a mis dans cet ordre-là, mais on aurait très bien pu commencer par le hors-champ. Le hors-champ étant la question de la matière, la question de la mise en œuvre, parce qu'en fait, quand on démarre un projet à l'agence, on commence par les questions urbaines, les questions de la grande échelle et les questions de la matérialité, parce que pour moi, c'est un tout. La question la mémoire du lieu, en fait, c'est à la fois un territoire, un paysage et également une matière qu'on peut trouver autour. Donc, je vais vous parler de la ville au quartier, de comment nos projets essayent d'être contextuels, comment trouver cet équilibre entre plein et vide. Je vais vous parler de cette façon qu'on a de miser sur le collectif, tout en essayant de donner le choix, c'est-à-dire donner le choix de coexister, mais également de pouvoir parier sur l'individu et d'habiter des lieux qui soient de très grande qualité. Et puis, donc, ces 2 derniers thèmes qui, pour moi, sont liés au sentiment d'appartenance à un territoire et qui invoquent la mémoire du lieu. Je voudrais citer Michel Courajou avec un D. Il me manque le D. Je pense que c'est une faute, c'est PowerPoint qui a... C'est pas nous. Nous, on sait qu'il y a un D. C'est une erreur malheureuse. Qui a eu cette phrase incroyable que je trouve tellement juste autour de la conversation. Travailler sur la ville, c'est comme entrer dans une conversation. On s'immisce dans quelque chose qui a commencé avant et qui continuera après. Et c'est vraiment le positionnement qu'on a à l'agence. Et là, je vais vous montrer plusieurs projets. Celui-ci, c'est celui de Batignolles. Ce projet très dense à Batignolles avec des
tour de 50 mètres n'a été possible que parce que Jacqueline aussi a fait ce grand parc de 10 hectares comme un mini Central Park. Et il n'est acceptable, à mon avis, aux yeux des habitants que grâce à ce grand vide naturel. Donc, je vais vous parler très brièvement, mais plutôt pour vous parler des outils qu'on utilise pour chaque projet. De Lyon-Part-Dieu, qui est un projet extrêmement dense, avec une mixité programmatique très forte, du logement en accession pour la tour, un foyer de jeunes travailleurs sur la partie basse, à l'arrière des bureaux, qui ont été conçus par Villemotte, mais on a fait un permis commun, et avec Sud, une chapelle en cœur d'îlot. Ce cœur d'îlot étant totalement ouvert, juste à côté de la gare de Lyon-Part-Dieu. Et cette mixité, elle crée une mini-ville dans la ville, et je pense que cette intensité de vie, de programme, fait aussi qu'on accepte la densité, puisque la diversité des programmes et donc des gens qui habitent ce mini-quartier est très enthousiasmant, je trouve, pour l'habitant. Le boulevard Ney, qui est un projet de densification d'une parcelle des années 70. Alors ça, j'y suis très attachée, j'ai fait un nombre de faisabilités qui n'ont jamais abouti phénoménal à l'agence. Je pense qu'on a besoin, et heureusement c'est un foncier disponible et je pense que les bailleurs vont s'en saisir, on a besoin de réparer les tissus urbains des années que les grands ensembles des années 70 sont totalement distendus, comment réaligner les bâtiments sur rue, comment recréer une certaine urbanité. Et je pense qu'on a cette capacité à densifier ces grands ensembles qui sont autour de 0,75, 1, voire 2 en COS, ce qui est rien. Et puis la tour de Batignolles, qui, comme ça, a l'air d'un grand geste architectural, mais qui, en fait, cache derrière elle des maisons superposées qui vont créer l'articulation avec le parc de Batignolles et un immeuble de logement social sur le côté, un petit peu moins haut. Donc on est face à 3 densités à la fois similaires, parce qu'on est on est à Paris et à Lyon, dans des grandes villes, et à la fois également similaires parce qu'elles sont proches de réseaux ferroviaires. C'est souvent là qu'on a le foncier disponible, donc nous, en tout cas, ça a été notre terrain de jeu depuis assez longtemps. Et comment, quand on s'implante dans un lieu, comment comprendre qu'on est en général à la lisière entre différents tissus urbains. Donc arriver à dézoomer, et c'est difficile parce que vous le connaissez, les difficultés des concours à faire en 3 semaines, 1 mois, parfois 1 mois et demi. Comment arriver à dézoomer, à trouver la bonne réponse du point de vue de la grande échelle, du tissu urbain, tout en respectant une fiche de l'eau pour laquelle on n'est pas totalement convaincu parce qu'elle est un petit peu trop dense, qu'on aurait dédensifié. On est dans une période de tourmente liée à notre métier très complexe. Et ça, je dois avouer que quand on est face à des concours où on ne peut pas discuter avec notre maître d'ouvrage, c'est difficile. Et nous, ce qu'on aime, c'est le dialogue. Ce qu'on aime, c'est expliquer notre point de vue, comprendre le point de vue des autres et avancer ensemble sur des projets communs. Alors, je me suis battue pendant la loi Elan pour préserver les concours à tout prix. Et je dois avouer que parfois, je me dis que ce qui est bien, c'est aussi de dialoguer. Donc là, on est entre le tissu boulevard Ney, entre le tissu urbain très faubourien du nord de Paris et au-dessus l'ancienne ceinture verte qui aurait dû rester verte, qui a été plus ou moins remplie d'espaces sportifs, mais également de grands ensembles et d'HBM. On a juste à côté des HBM, et donc une histoire autour du logement social qui nous a beaucoup inspirés. Je vous en parlerai après. Et puis la tour de Batignolles, qui est ce petit triangle que vous voyez ici, avec le long des voies ferrées. Donc là, on était sur des entrepôts et une gare de triage de la SNCF. Et donc, le long des voies ferrées, on est sur du bureau qui vont faire écran par rapport aux logements qui, eux, vont bénéficier de magnifiques vues sur le parc et sur le Sacré-Cœur. Mais on se retrouve sur des sols artificiels. Et ça,
cette question on est surélevé de 10 mètres par rapport au sol naturel pour que les rails puissent continuer sous les logements, sous les bureaux et sous la voie nouvelle qui sépare les bureaux des logements. Et donc ce décalage de 10 mètres, on a dû le gérer avec notre projet. C'est grâce à ça que j'ai trouvé comment ramener plus de mètres carrés, mais avec plus de qualité autour des maisons individuelles. Vite fait des chiffres, mais quelque part, vous avez compris, les chiffres, j'y crois pas trop. Je pense que ça n'exprime pas la qualité d'un projet, ça n'exprime pas le ressenti qu'un habitant peut avoir. On est quand même sur des COS de 6 pour Lyon-Part-Dieu et pour Batignolles. Et je peux vous assurer, si vous voulez, je vous fais visiter quand on est sur place. C'est un vrai bonheur d'être là-bas. Donc le COS de 6, il peut bien se vivre. Et par contre, même en densifiant Boulevard Ney, en amenant 77 logements, ou à peu près, on est resté autour d'un COS de 2. Donc, à l'agence, on travaille régulièrement sur cette question de la morphologie. On ne s'arrête pas à la fiche de l'eau, on va plus loin. On travaille différentes possibilités. C'est important de ne pas démarrer sur des préjugés ou sur des éléments qu'on nous a fournis tels quels et de re-questionner ce qu'on nous a amené comme une solution pré-mâchée. Donc voilà, Batignolles, je dois avouer que là je vous en ai montré que 6, mais je pense qu'on en a fait 40 des possibilités parce que nous étions sur une parcelle triangulaire. 2 agences d'architecture, on était associés avec Fresh, et 2 promoteurs. Et autour de nous en atelier, ça c'était assez intéressant de travailler en atelier, c'est une expérience fantastique, épuisante mais fantastique. Il y avait à peu près 40 personnes, la ville, l'aménageur, les habitants. Et on a réussi à créer un projet avec tous ces acteurs autour de nous. Et donc dans le dernier ouvrage de l'agence, donc je fais de la pub, Density of Lives, l'évidence. Alors je ne m'étais pas rendu compte en prononçant que l'évidence pouvait être un jeu de mots, mais l'évidence quelque part, c'était qu'on avait envie de partager avec nos promoteurs, les bailleurs sociaux, avec vous, toutes les densités qu'on avait répertoriées à chaque projet qu'on a travaillé. Et donc on en a inventé 12 définitions de la densité qui se retrouvent dans ces 3 ouvrages. Domestiquer, désirer. Alors chacun peut travailler son imaginaire autour de ces termes. Partagé, oublié, vécu, densité de milieu, densité renouvelée, densité équipée, composée, négociée, perçue, héritée. Alors je ne vais pas toutes vous les faire, mais il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup. Densité domestiquée, c'est faire sienne les aménités de la ville et disposer pour soi des objets de désir métropolitain. Alors je rends hommage ici à Laura, ici présente, Laura Cardin, qui a coécrit avec moi ces définitions et ces textes, parce que c'était un vrai plaisir de trouver les mots justes pour exprimer une vraie forme de sensibilité qui est parfois difficile à exprimer uniquement par des projets. Donc comme quand la parole et quand l'écriture se mêlent au projet architectural, c'est un vrai bonheur et on sait qu'on n'a jamais le temps de le faire. Et grâce à Laura, on a trouvé le temps, elle m'a coincée pour que je puisse écrire ces textes. Domestiquer, la densité n'est plus accusée d'être impersonnelle, mais elle devient familière. Elle est même rassurante. C'est celle éprouvée tous les jours, celle dont les jalons du quotidien balisent un territoire et dont l'expérience manifeste un attachement. C'est aussi domestiquer qu'elle fait résonner dans la ville l'échelle publique du chez-soi en mettant en scène des fragments d'histoire. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler ce qu'on appelle la domesticité urbaine à l'agence. Je vous en parlerai un peu plus tard. La densité désirée, c'est celle qui peut offrir bien plus que la promixité. Elle fédère, car bien pensée, elle signifie ce lien social essentiel dont la démographie croissante aura besoin demain.
Oui, il est possible d'assembler dans une forme de densité apaisée des émergences de différentes typologies et de générer de la mixité et plus d'espace libre. Le défi de définir les équilibres de demain entre densité et respiration, entre architecture et nature, entre liberté individuelle et sens du lien social. La densité perçue, je ne vais pas tout vous lire. La densité renouvelée, c'est un teasing pour vous donner envie d'avoir le livre entre les mains. La densité renouvelée, c'est donc cette question de comment arriver à soigner les désordres urbains, redonner des qualités tangibles aux lieux distendus et incompris, et parfois insaisissables, voire incertains. C'est en quelque sorte fonder de nouvelles continuités à la faveur d'une ville sociale. Et la densité de milieu, je pense que cette question on en parlait avec toi Yves sur les prochaines expositions que vous allez créer, cette question de trouver l'équilibre entre la ville et la nature, je pense qu'on a tous besoin à nouveau de cet apaisement qu'apporte la végétation, le cycle de la nature et les habitants de toute cette terre. Et donc je pense que trouver l'occasion de laisser des espaces libres, des réservoirs de biodiversité, de pouvoir offrir à chaque habitant un moment de sérénité, soit sur son balcon, soit dans une cour commune, soit sur une terrasse partagée, c'est apporter beaucoup de bien-être et de qualité fondamentale. Le deuxième point, c'était se fabriquer les communs, c'est miser sur le collectif. Alors, ce sociologue et philosophe de l'habitat, Jean-Marc Bess, disait « Habiter est un art de l'espacement. Habiter nécessite de trouver et d'entretenir les bonnes distances. » Et ça, c'est quelque chose de très important parce que, avec beaucoup d'enthousiasme, on est parti sur cette question du vivre ensemble, ce qui est génial parce que je pense qu'on a besoin aussi de trouver du sens à cette vie collective. Néanmoins, je pense qu'il faut donner le choix aux habitants de coexister avec ses voisins et donc de trouver les bonnes distances et de ne pas imposer la coexistence. Trouver les bonnes distances entre deux façades, entre deux programmes, ici entre du bureau et du logement. Comment arriver dans des cœurs d'îlots très urbains, très minéraux, puisqu'on a un parking entièrement en dessous, arriver quand même à trouver des usages dans ces lieux-là et donc favoriser l'entrée, les accès de tous ces programmes mixtes par un cœur d'îlot et donc mélanger les populations, pouvoir s'asseoir, accepter que les gens puissent avoir une pause à côté de la gare de Lyon et donc c'est un cœur d'îlot qui est entièrement ouvert au public la journée et fermé le soir. Ici, le projet de Boulevard Ney, où pour réparer ces tissus urbains distendus, quelque part, des communs comme une crèche, des commerces dont on a besoin dans ce tissu où il n'y a rien comme équipement, comme service, peut permettre de fabriquer des communs qui vont servir à tous, pas seulement aux habitants des logements dans lesquels ces services sont implantés, mais également pour les habitants qui vivent autour. Et je pense que ça a beaucoup joué dans l'acceptation des habitants des 3 tours que Jean Dubuisson avait construites, à accepter cette densification devant chez eux. On installe une crèche au centre, 2 commerces, et je pense qu'on a fait plusieurs réunions publiques pour expliquer le projet. Il a été très bien accepté, et moi je suis très heureuse puisqu'il y a un des commerces qui était vacant depuis 1 an ou 2 ans déjà, qui va devenir une cuisine solidaire, sachant que tout autour, nous avons les foyers de migrants qui sont gérés par l'État. Et donc ces cuisines solidaires pour lesquelles on fait un projet de façon bénévole vont permettre aux familles qui n'ont pas de cuisine, puisqu'ils vivent en général dans des chambres sans kitchenette, sans rien, de réserver des créneaux horaires pour se faire à manger pour la semaine. Elles peuvent faire ça entre copines, avec la famille, un petit espace pour les enfants. Et je suis très heureuse que ce deuxième commerce ait trouvé tout son sens dans ce lieu. On est à côté des HBM
Et pour moi, c'est une vraie continuité de l'histoire de faire du logement social et des équipements qui vont servir aux résidences sociales aux alentours dans ces bâtiments. Là, vous avez la crèche au centre qui nous a permis de créer ce réservoir de biodiversité sur sa terrasse, inaccessible. Vous avez vu tout à l'heure la concierge qui n'a pas le droit d'être sur la terrasse, qui a été photographiée mais qui n'aurait pas dû être là, puisque c'est totalement libéré, avec interdiction bien évidemment de se pencher au-dessus des enfants. Et puis cette cuisine solidaire que je vous ai décrite, qui est ici sur la droite. Se fabriquer des communs, c'est aussi offrir des qualités aux espaces qui vont jalonner le parcours de l'habitant, de la rue, de l'espace public, à chez lui le plus intime. Ça commence bien sûr par les halls. Alors ça, les halls, on arrive à peu près à bien les traiter. Mais après, se battre pour que les locaux vélos soient éclairés naturellement et de fait rendre la mobilité douce plus agréable, parce que c'est sympa d'aller chercher son vélo dans ces conditions-là, c'est sympa de le réparer, c'est sympa de discuter avec son voisin qui arrive en même temps que vous, et donc faire en sorte que ces locaux vélos soient une expérience agréable dans son parcours du quotidien, peut changer les habitudes de mobilité douce, j'y crois beaucoup, ça démarre par ça, en plus d'un bon vélo. Et puis, quand on monte dans les étages, faire en sorte qu'attendre l'ascenseur avec son voisin sur le même palier, c'est quand même une expérience agréable. Pouvoir bénéficier d'une vue qu'on n'a pas depuis chez soi, parce qu'on est de l'autre côté, comme ici, avec la vue sur le Sacré-Cœur depuis cette circulation. Alors oui, c'est de l'espace perdu, on en a parfaitement conscience et on nous le répète assez fréquemment. Mais je pense que c'est des espaces qui sont très importants pour accepter le vivre ensemble et accepter la densité collective, des bâtiments collectifs. Et puis après, quand on peut aller plus loin, quand des promoteurs ou nous poussent, on crée des laveries collectives, des espaces communs. Ici, la Kitchen Club à Batignolles, qui est un espace où on a une plancha, on a un évier, on peut la réserver. Donc ce n'est pas un lieu où les voisins vont se retrouver. C'est un lieu qui est géré par la copropriété avec des horaires d'utilisation. Il n'est pas totalement libre d'accès. Et je trouve que c'est pas si mal quelque part. Parce que voilà, tous les habitants n'ont pas envie de vivre à Melrose Place, donc ils ont besoin de maintenir les distances, mais en même temps, quand on a envie d'inviter toute la classe, eh ben c'est assez sympa d'avoir cet espace-là pour faire un goûter d'anniversaire. C'est assez sympa d'inviter ses amis pour y faire une dégustation de vin ou du yoga. Figurez-vous que là, ils ont regardé la Coupe du Monde ensemble. Ils ont réservé le studio partagé qui est juste en dessous, qui est dans la continuité de cette terrasse. Ils ont installé un écran et ils ont fait un grand buffet. Ici, c'était les cours de yoga qui pouvaient être utilisés par les habitants ou par d'autres extérieurs. Du coup, ça ne marche plus. Est-ce que j'avais fini? Oui, j'avais fini. Là, c'est le plan. Alors nous, ce qu'on a adoré faire pour l'exposition Density of Life, ce qu'on a fait à la galerie d'architecture, c'était ces plans habités. Essayer de, non pas représenter comme a pu le faire Monique Eleb avec ses étudiants depuis déjà 40 ans, la façon dont les habitants ont meublé leur logement, mais plutôt d'être dans l'imaginaire. Déjà, on leur a demandé d'être pris en photo. Donc, ces plans habités nous ont donné beaucoup de plaisir à l'agence. Et donc, je passe au point qui concerne chez soi, parier sur l'individu. Comment faire en sorte que la qualité
des logements soient au rendez-vous. Cette phrase d'Emmanuel Levinas, mais on aurait pu aussi citer Heidegger, même si je pense que Levinas est un petit peu plus proche de notre philosophie à l'agence. L'homme se tient dans le monde comme venu vers lui, à partir d'un chez-soi où il peut à tout moment se retirer. Et je pense que c'est quelque chose qui a été évident au moment du confinement. Et donc nous, ce qu'on développe depuis plusieurs années, c'est l'idée qu'il faut retrouver des qualités de la maison individuelle au sein des bâtiments. Donc comment éviter les erreurs des grands ensembles, éviter la répétition à tout prix, comment redonner la possibilité aux habitants de s'approprier ces lieux, comment faire en sorte que l'échelle individuelle, l'échelle domestique ressurgisse quelque part. C'est pas évident, mais on essaye, en tous les cas, de travailler ça à travers principalement les espaces extérieurs. Alors, je pense que nous, c'était notre ligne depuis la création de l'agence en 2006, un espace extérieur par logement. Et on a gagné nos premiers concours grâce à ça. Maintenant, c'est devenu la règle. Mais je pense que ça a été un élément très fort de qualité des logements qu'on a proposés dès les premiers concours qu'on a eu à faire. Et vous voyez ici Quentin, notre habitant fétiche qui a accepté de faire des photos partout. Quentin, il travaille sur sa terrasse, il y jardine, il y stocke des choses, il y mange. Et Quentin, il a 13 mètres carrés de terrasse pour un T2 de 42 mètres carrés. Et il est ravi. Il a une pièce en plus. En tous les cas, cette pièce en plus, il me semble qu'elle est essentielle à offrir, avec les bonnes dimensions, avec la possibilité d'avoir des éléments filtrés pour cacher justement ce qu'on ne veut pas montrer, soit parce qu'on veut y fumer tranquillement, y boire une bière sans que le voisin nous observe, soit pour y stocker des choses. Donc c'est pour ça qu'on travaille énormément des balcons en fonction des contextes, soit plongeoirs sur le paysage, soit avec des filtres, où on préserve son intimité. Ici, on a travaillé la quinconce, on a travaillé une quinconce en termes de forme de terrasse pour pouvoir avoir de la double hauteur, pour que la lumière rentre profondément malgré ces 3 mètres, je crois qu'au plus profond, on a 3,50 m de largeur de balcon. Donc tout ce travail de quinconce, il participe bien évidemment à l'image de ce bâtiment, mais il est né au départ de cette question d'usage. Avoir 12 mètres carrés par logement et avoir 12 mètres carrés qui ne se partagent pas avec le balcon du voisin, donc son propre espace, et pouvoir identifier son logement plus facilement, même si on est sur un immeuble de 16 étages, depuis la rue. Et ça, la quinconce, la double hauteur, les trames qui séparent les balcons le permettent. Donc c'est un travail qui a été mené autour de cette parcelle incroyable, triangulaire, c'est sûr, ça nous a beaucoup inspiré. Mais ce qui a été très agréable, c'était de revenir sur les lieux et de faire ces photos avec ses habitants et de voir à quel point ils s'étaient appropriés les lieux. Ces balcons ne sont pas rapportés sur une façade. Ces balcons, ils sont liés à une structure d'un bâtiment qui va générer ces formes-là. Et donc, c'est ce qu'on a appelé dans notre livre la question de construire l'usage. C'est de faire en permanence des relations entre la qualité d'usage, la structure. Et pourtant, en logement, c'est compliqué de travailler une structure intéressante, une structure qui va dépasser le standard du logement. Mais nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et on travaille avec un ingénieur fantastique avec qui j'enseigne, qui est Claes de Rick de chez Bollinger-Groman. Je vais pas détailler les logements, mais vous voyez ici que quelque part, on apporte une certaine qualité aussi par une certaine forme de diversité. On n'est pas dans des appartements qui se superposent de façon identique. Et j'ai compris que les habitants
adoraient aller les uns chez les autres, aussi pour se montrer la façon dont ils ont aménagé leurs grandes baies vitrées, leur logement, leur balcon, mais aussi pour comprendre les différences entre typologies. Et même pour ce petit T2, j'aime bien ce petit T2 parce que c'est toujours le T2 qui est de Quentin. Ce T2, il est double orienté quelque part puisqu'il a une fenêtre. Et là, grâce à cette fenêtre, il a la vue sur la Tour Eiffel, il a la vue sur le soleil couchant et depuis son lit. Voilà, donc moi je dis qu'il faut travailler la question structurelle, la question morphologique pour apporter avant tout des qualités d'habiter. Et après, cette question de répondre à un contexte, elle passe par cette typologie d'espace extérieur qu'on peut proposer. Donc sur Boulevard Ney, on est sur une typologie de loggia totalement fermée. Pour quelle raison? Parce qu'on est à côté des grands boulevards, parce qu'on est avec des logements sociaux quand même à problématiques sociales fortes. Comment se protéger, être plus dans une intimité et être dans un intérieur extériorisé, comme le disait Monique Elleg, plutôt qu'un extérieur intériorisé. Enfin, en même temps, je pense que les deux peuvent être perçus différemment suivant les habitants. Et donc cette notion de pièce en plus, de petits salons d'extérieur, avec des palettes trouvées dans la rue, les habitants qui adorent jardiner, tout le monde y trouve son compte, y compris ceux qui aiment faire du sport, avec cette possibilité d'utiliser cette pièce en plus à sa manière. Donc la loggia, elle a un sens dans certains contextes urbains. Donc on est sur des balcons un petit peu plus étroits et longs, mais néanmoins très généreux. On est autour, en moyenne, je crois, de 10 mètres carrés, entre 10 et 11 mètres carrés. Et on a fait à peu près le même type de balcon pour Lyon. Alors ça, c'est un plan habité de Boulevard Ney. Et à Lyon, on a des duplex, on a des simplex, on a travaillé cette trame de façade avec des balcons plus ou moins épais suivant l'orientation, des balcons fins sur la rue et des balcons plus épais sur le côté, avec cette question de trame qui permet aussi de différencier les logements, de s'approprier son logement plus facilement et de l'individualiser, de le repérer depuis la rue. Avec cette question de la métaphore du théâtre qui nous anime beaucoup. On a cette idée que si on considère que l'habitant le logement, ce sont les coulisses, quelque part le balcon, c'est la scène, et les passants dans la rue sont les spectateurs. Et il ne faut pas hésiter à accepter qu'un bâtiment se modifie et accepter les appropriations des uns et des autres. Le quatrième point, c'était la ville à soi, c'est parler de cette question de l'appartenance à un territoire, avec cette citation de Norbert Schulz. Lorsqu'un homme habite, il est simultanément situé dans un espace et exposé à un milieu. Et c'est vrai qu'on ne travaille pas de la même manière quand on est face à Lyon-Part-Dieu que quand on est face au grand boulevard de Boulevard Ney. Avec cette relation forte avec ce skyline de Lyon-Part-Dieu, ou avec la ville plus ancienne de Lyon, et comment cadrer des vues, comment trouver les liens entre l'histoire des HBM et le projet de Boulevard Ney à travers la matière, à travers cette brique qu'on a réinterprétée, réutilisée avec cette brique blanche beaucoup plus contemporaine, et comment les deux, à un siècle d'intervalle, se parlent. Les formes également des HBM nous ont beaucoup inspirés, puisqu'on a pas mal de courbes, de modénature courbes dans les HBM, et ça a été une source d'inspiration. Et en même temps, on n'est pas dans le pastiche, on est bien dans un bâtiment contemporain, et qui nous a amené ces surprises. Ces courbes dansantes n'avaient pas du tout été préméditées, et je dois avouer que
aller sur place au fur et à mesure que le chantier évoluait était une vraie surprise à chaque fois. Et pour finir, la question essentielle au jour d'aujourd'hui, c'est la question de la mise en œuvre. Et la question de la mise en œuvre pour faire accepter la densité, elle est essentielle puisque je pense que si les résidents d'un quartier et les électeurs refusent à un maire les permis de construire ou des nouvelles constructions, c'est parce que les chantiers durent trop longtemps. C'est parce que la question de la matérialité et de la mise en œuvre depuis 50 ans a été totalement phagocytée par le tout béton. Et moi, je suis très contente qu'on en soit sorti. Le premier projet de l'agence, c'était 7 logements, des logements sociaux en bois pour Paris Habitat. Et puis, pendant 15 ans, je n'ai plus eu du tout la possibilité d'en faire. Donc là, je suis vraiment contente qu'on ait cette diversité. De la même façon qu'on a besoin d'une diversité de typologie de logements, de typologie, de morphologie de bâtiments, d'une diversité programmatique. Je pense qu'il faut aussi travailler une diversité des mises en œuvre et des systèmes constructifs. À combien pèse notre bâtiment? C'est une vraie question qu'on a posée à nos étudiants le semestre dernier. C'était une question bien difficile au moment de faire des choix. Alors, je voulais vous présenter des projets qui ne sont pas forcément les 3 projets présentés précédemment, mais qui parlent d'un bel avenir, en tout cas pour nous à l'agence. C'est des projets qui sont issus de cette réflexion autour de la préfabrication. Batignolles est une tour construite en murs préfabriqués béton. On a fini le projet, la construction, je pense, environ 6 mois avant les projets autour de nous. On a tenu les délais, c'est pas qu'on est arrivé 6 mois en avance sur nos délais, mais qu'on a tenu les délais, ce qui est pratiquement impossible dans nos chantiers au jour d'aujourd'hui. Donc, cette question de la préfabrication, elle est extrêmement importante par rapport à la pénibilité du travail, et c'est une question au moment des retraites qui se pose. C'est comment faire en sorte qu'on amène dans la filière de la construction des jeunes qui aient envie de travailler cette question de la matérialité, de la mise en œuvre, de venir travailler. Et si on travaille en atelier avec des conditions climatique un peu plus agréable, on sent qu'on va attirer on va attirer des ouvriers plus qualifiés, on va attirer des gens qui vont être fiers de ce qu'ils construisent. Et ça, j'y crois beaucoup. Et en plus, nous, architectes, ça nous permet de maîtriser les détails. On est sur des balcons donc, de 12 mètres carrés préfabriqués, avec cette qualité de finition que seul le béton préfabriqué peut apporter, et je pense pour la pérennité des nez de dalle en particulier, et des sous-faces qui n'ont plus besoin d'être peintes, et cette qualité de détail. Là, on ne le voit pas, mais le béton, il est strié, et donc quand on est sur son balcon, on a cette matière très belle de béton cannelé qui est liée à la préfabrication avec une matrice. Et puis, forcément, on a cette préfabrication qui est traitée en études très en amont du chantier et qui permet d'arriver à une qualité qui nous plaît beaucoup. On travaille actuellement sur un projet à Ferrières-en-Brie d'un très beau programme également mixte. Ça, j'adore ces programmes-là. Et souvent, on ne peut pas imposer les programmes. Ils viennent à nous, mais quand ils arrivent avec cette diversité, on est ravis. C'est une résidence étudiante couplée à une résidence personnes âgées avec des espaces communs au centre. Et donc, cette résidence, elle est en bois, avec toute cette question de la préfabrication, cette fois 2D, mais on fait aussi de la préfabrication 3D pour des résidences sociales, avec des petites unités de T1 qui se superposent. Et cette question de la pérennité, parce que c'est pour moi, alors je pense que je me démarque par rapport à d'autres architectes qui font aussi des choses fantastiques à faible coût, mais pour moi,
la pérennité d'un projet, elle est essentielle. Je construis pour les 50 années à venir sans ravalement, sans besoin de dépenser encore sur la façade en cours de route. Donc pour les 50 ans, les 100 ans à venir, et donc la pérennité du matériau, elle est essentielle. Et ici, on travaille avec la tuile. Pratiquement tous nos bâtiments en bois, on les a travaillés avec de la tuile ou de la céramique en façade. Donc ça, c'est le projet en cours de construction qui sera livré prochainement avec ces espaces communs au centre qui relient une résidence étudiante et une résidence personnes âgées. Et puis, il y a la pierre. On est autour de Paris sur un bassin calcaire qui a fait la beauté de Paris. On a oublié depuis la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on a oublié la qualité de ce matériau, sa pérennité, sa proximité avec toute la question des circuits courts. Et même si c'est un matériau géosourcé et non biosourcé, on est quand même sur une matière qui a très peu besoin d'être modifiée et qui arrive en éléments assez importants, qui se rapprochent quelque part de la préfabrication, puisque tout est étudié en amont. Toutes les pierres sont dessinées et mises en œuvre de façon extrêmement rapide sur site. Donc ce projet, on a trois projets en pierre à l'agence. Un projet ici à Pantin, et qui nous a permis à la fois de parler de contexte faubourien, assez fermé sur une avenue très passante, et puis de travailler la pierre avec ces grands piliers qui, elle, va permettre de générer des espaces extérieurs ouverts sur le canal de l'Ourcq à Pantin. Et donc pour finir, je pense que vous avez vu le nombre d'outils qu'on a à disposition pour créer de la qualité. Je pense qu'il faut à tout prix se dire que la densité n'est pas synonyme de répétition, tout comme la préfabrication. On peut préfabriquer et rester contextuel et non pas industriel. La densité n'est pas synonyme de superposition, la densité n'est pas synonyme de standardisation. Et je pense qu'il faut à tout prix que la densité soit associée à une intensité de vie, une intensité de programme, et qu'elle soit associée à une densité de nature, de vide végétalisé, qui vont pouvoir faire accepter cette nécessité de continuer à construire en milieu dense urbain. Merci beaucoup, j'espère que je n'étais pas trop longue.